Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture dans lequel je vais vous parler de mes lectures du mois d'octobre. En gros, c'est des livres que vous m'avez vu lire dans les vlogs du mois d'octobre puisque je vloguais tous les jours, puisque je publiais un vlog un jour sur deux. Mais c'est des livres dont je vous ai pas encore parlé en update. Voilà, et vous allez voir, je vais tricher un tout petit peu dans cet update, mais je vais vous expliquer. Bref, on y va. Le premier livre, c'est Le Passeur de fantômes, le tome 3, Le Château hanté de Alain Grousset et Joanne Elio. Et c'est un livre que j'ai lu tout début octobre quand quand j'ai fait le 7 jours 7 livres. Et j'adore cette saga, vraiment, je la trouve vraiment chouette. Ça se lit hyper bien. Alors c'est écrit gros, il y a des pages en couleur comme ça, c'est les premières pages de chapitres à chaque fois. C'est vraiment écrit gros, c'est marqué dès 9 ans derrière. Et pour moi, vraiment, selon les enfants, tu peux même lire ça tout seul plutôt, voire le lire à tes enfants avant 9 ans, parce que vraiment, c'est vraiment chouette. Alors, Fantôme, ça peut faire un peu peur, mais c'est vraiment un livre pour enfants, ça fait pas vraiment peur. Il y a 2-3 petites scènes de frisson un petit peu, mais c'est vraiment du frisson au niveau enfant. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment, c'est vraiment chouette. J'adore cette saga. Dans cette saga, donc, on suit Malo qui, au début du tome 1, qui s'appelle Le Passeur de fantômes, découvre qu'il voit les fantômes, qu'il peut parler avec les fantômes. C'est un peu le Charlie Davidson pour enfants, si vous voulez. C'est un peu le même concept, voilà. Et donc, il peut parler aux fantômes. Alors ici, on n'est pas dans des enquêtes criminelles à essayer de savoir qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi ils sont morts et tout. C'est pas du tout morbide comme ça, on n'enquête pas du tout là-dessus. Le but de Malo, c'est de comprendre pourquoi l'âme, du coup, de la personne n'est pas passée dans l'au-delà. On est dans cette croyance-là, que personnellement je n'ai pas, mais enfin bref. Donc c'est de comprendre pourquoi l'âme n'est pas passée dans l'au-delà, pourquoi l'âme reste coincée sur Terre avec les humains, et donc de comprendre ça avec ce fantôme pour pouvoir l'aider à passer réellement dans l'au-delà et ne pas errer pendant des années et des années parmi les vivants alors que c'est un fantôme, vous voyez. Et donc dans chaque tome, c'est ça, il rencontre un fantôme et il essaye de l'aider. Alors dans le tome 3, c'était un petit peu particulier parce que dans le tome 3, il va en Écosse, il me semble. Je crois que c'est ça, c'est un truc comme ça, pas marqué derrière, mais c'est un truc comme ça. En gros, avec son école, parce que Malo est un enfant de 10-11 ans par là, et donc avec son école, il fait un échange scolaire, enfin un échange. Sa classe va en Écosse, dans des familles d'accueil avec des enfants de leur âge pour parler anglais principalement. Et donc Malo, lui, atterrit dans une famille qui vit dans un château hanté. Ce qui est cool pour un passeur de fantômes. Et en fait, il y a 3 ou 4 fantômes, je crois, qui vivent dans ce château-là. Mais c'est des fantômes qui sont bien dans leur statut de fantôme et qui veulent pas du tout partir, en fait. Ils ont pas du tout envie de passer dans l'au-delà et de disparaître. Non, ils sont bien dans ce château-là. Et franchement, ils le vivent hyper bien. Sauf que il se passe des trucs chelous avec les fantômes. Il y a quelqu'un qui s'en prend aux fantômes, c'est ce que je disais dans le vlog, je crois. Le méchant de cette histoire, c'est un humain, c'est pas du tout les fantômes, c'est pas les humains contre les fantômes, vraiment pas. Il y a un humain qui fait quelque chose de bizarre avec les fantômes, et donc Malo et son petit camarade qu'il a rencontré essayent de comprendre ce qui se passe avec les fantômes, voilà. Et en tout début novembre, du coup, c'est pour ça que je dis que je triche, j'ai lu Le Passeur de fantômes, le tome 4, Au cœur des secrets, toujours de Alain Grousset et Joanne Elio. Je me suis dit que j'allais vous les présenter en même temps parce que j'ai lu les deux, que c'est la même saga et que, quoi qu'il arrive, je suis à la ramasse en termes d'update. Du coup, ça me fera un livre de gagné, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, dans le tome 4, ça se passe principalement dans un hôpital. En gros, il y a une de ses amies qui est médium à Malo qui s'appelle Silène, qu'il a rencontrée dans le tome 1, qui elle aussi peut échanger avec les fantômes parce qu'elle est médium. Elle est un peu plus âgée que Malo, elle doit avoir 15 ou 16 ans, un truc comme ça. Et donc cette amie est admise à l'hôpital, alors rien de grave, elle se fait opérer de l'appendicite. Enfin, c'est un peu grave si c'est pas traité, mais c'est pas dramatique non plus. Donc bref, elle passe pas mal de temps à l'hôpital parce que pour être opérée, machin, bidule et tout. Et c'est un hôpital, donc il y a un fantôme dans l'hôpital. Enfin en tout cas au moins un qui le rencontre. Mais c'est une situation particulière parce que le fantôme de la jeune femme qu'il rencontre, la jeune femme n'est pas morte en fait. Normalement, techniquement, il n'y a pas de fantôme si tant que la personne n'est pas morte. Vous voyez, ça se passe comme ça. Sauf que là, la personne est littéralement entre la vie et la mort et maintenue en vie par les machines. Je trouve ça très cool d'aborder ce genre de thème dans un livre pour enfants. C'est vraiment bien fait pour les enfants. Enfin, vraiment, il n'y a rien de
trop adulte, j'ai envie de dire, et de trop effrayant, mais je trouve ça cool d'avoir ce thème-là pour les enfants, et donc la jeune fille est littéralement entre la vie et la mort, elle est maintenue en vie parce que ses parents ont accepté qu'elle donne ses organes, et donc elle est maintenue en vie par les respirateurs et par les machines jusqu'à ce qu'on prélève ses organes, mais son fantôme est pourtant déjà là, déjà dans l'hôpital, et donc Malo et ses copains essayent de l'aider, de comprendre pourquoi elle est déjà en fantôme alors qu'elle est techniquement pas morte, qu'est-ce qui se passe, et puis il y a toute une histoire avec sa mère et le médecin qui la soigne depuis qu'elle est petite, parce que cette personne qui est, cette jeune fille donc, a déjà été opérée plusieurs fois, elle avait des problèmes de santé un petit peu toute sa vie, et donc elle est connue à l'hôpital et les médecins la connaissent beaucoup, et donc tout le personnel auquel Malo peut s'adresser connaît cette personne, plus comme une simple patiente, c'est pas qui est arrivée, qui aurait eu un accident de voiture la veille, et vous voyez c'est la première fois qu'il la rencontre, c'est pas du tout le cas. Et donc on suit ça, et vraiment j'aime bien, ça permet d'aborder vraiment pas mal de sujets, et c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien fait, je trouve cette saga hyper chouette. Moi j'ai lu ce tome là début octobre, mode Halloween si vous voulez, et j'ai lu ce tome là genre le 1er ou le 2 novembre, j'étais un petit peu encore en mode Halloween, mais c'est vraiment une saga chouette, même si vous ne le lisez pas à Halloween. Moi j'adore cette saga. Pour le livre suivant, je vais essayer de faire rapide et concis, mais je ne vous garantis rien, parce que je sais que je vous ai déjà pas mal bassiné avec cette saga et avec cette autrice-là sur ma chaîne, mais à un moment donné, j'ai lu le livre, donc j'ai lu Le protocole de la crème anglaise, le tome 1, Prudence, de Gail Carriger. Donc c'est la 3e saga écrite par l'autrice, et alors comme pour tous les auteurs et pour toutes les autrices, vous pouvez lire à peu près, vous pouvez lire les sagas indépendamment les unes des autres. Ce tome-là est vraiment construit, si c'est le premier livre de l'autrice que tu lis, tu vas comprendre ce qui se passe, et tu vas pas vraiment être spoilé sur ce qui se passe dans les sagas d'avant, mais c'est quand même mieux de lire les sagas qu'elle a, enfin, notamment une des sagas qu'elle a écrit avant de commencer ce tome-là. Mais c'est pas dramatique si tu le fais pas. En gros, dans ce tome-là, on rencontre, c'est marqué derrière, Prudence Alessandra Maxon Akeldama. Encore une fois, pour ceux qui connaissent les univers de Gail Carriger, rien que ce nom vend du rêve. En tout cas, moi, ça me vend du rêve. Bref, et donc c'est une jeune fille, c'est la fille d'une paranaturelle et d'un loup-garou, ce qui est une combinaison très bizarre. Et pour en rajouter une couche, elle a été adoptée alors que ses 2 parents naturels sont vivants. Elle a en plus été adoptée par un vampire. Donc elle est la fille, techniquement, d'une paranaturelle, d'un loup-garou et d'un vampire. Ce qui est un assemblage jamais vu dans l'univers. Et donc elle a reçu une éducation assez particulière, d'autant qu'elle est elle-même une paranaturelle différente de l'un de son parent qui est paranaturel. Elle n'a pas les mêmes pouvoirs que cette personne-là. Elle, son pouvoir, c'est que si elle touche peau nue contre peau nue une créature surnaturelle, donc un loup-garou ou un vampire principalement, elle devient un loup-garou ou un vampire, et la personne qu'elle a touchée redevient humain. Alors ça dure pas très longtemps, ça dure quelques minutes à quelques dizaines de minutes selon la situation, mais c'est pas à vie après, et donc passé ce temps, elle redevient humaine, et la personne à qui elle a volé son pouvoir redevient un loup-garou ou un vampire. Autant vous dire que les loups-garous et les vampires, ils la kiffent pas trop, et ils mettent une certaine distance entre eux, avec des couches et des couches de vêtements pour éviter qu'elle les touche. Voilà. Bref, et au début de ce tome-là, Prudence se voit confier une mission par son parent vampire. Elle doit aller en Inde pour récupérer du thé. Parce qu'on est en Angleterre, je ne vais pas préciser, le thé c'est hyper important pour eux. Et donc il a découvert une nouvelle espèce de thé, enfin je sais pas comment on dit, mais un nouveau thé, tu vois. Et donc il le veut, et donc il envoie Prudence là-bas récupérer le thé. Sauf que comme il fallait s'y attendre avec Prudence et avec Gail Carriger et tous ces univers-là, eh bien tout se passe pas comme prévu. Et une fois sur place, elle découvre que, eh bien, surprise, on ne lui a pas tout dit sur sa mission, et qu'en fait, eh ben, il y a d'autres trucs que le thé, des trucs très dangereux et pas très cool, qui vont se passer et qui vont lui arriver, et elle va devoir se débrouiller. On parle d'une jeune fille qui doit avoir, je sais pas, peut-être entre 15 et 17 ans, par là, donc c'est pas non plus, vous voyez, c'est pas... Elle est envoyée à l'autre bout du monde toute seule, alors accompagnée de sa meilleure amie, le frère de sa meilleure amie, et un jeune homme
bref, un jeune homme qui est aussi lié à d'autres personnages d'une autre saga de Gaël Carriger. Bref, je trouvais ça très chouette, mais en gros ils ont tous entre 15 et 20 ans max, tu vois, il n'y a pas d'adultes, il n'y a pas de créatures surnaturelles avec eux, ils sont envoyés comme ça à l'autre bout du monde, démerdez-vous. Rien que le voyage est juste génial puisqu'ils font le voyage dans un ballon à l'hélium, vous voyez ça, et ils font le voyage là-dedans, vraiment, enfin, je trouve ça absolument génial. Bref, et donc sur place, ils vont découvrir toute une culture et tout un univers qu'ils ne connaissent pas, avec des codes qu'ils ne connaissent pas, et des créatures surnaturelles, donc, qui existent aussi en Inde, et voilà, ils vont devoir se débrouiller avec ça. Voilà. Du coup, la saga qu'il est préférable d'avoir lu avant de lire ça, c'est la toute première saga de l'autrice, à savoir Le Protectorat de l'Ombrelle, qui a pour personnage principal Alexa Terabouti, dont j'ai logiquement parlé il n'y a pas très longtemps pour vous, parce que voilà, les personnages du Protectorat de l'Ombrelle sont liés aux personnages présents ici. En fait, du coup, si tu veux lire le Protectorat de l'Ombrelle, autant commencer par le Protectorat de l'Ombrelle avant le protocole de la crème anglaise, parce que si on commence par le protocole de la crème anglaise, on est spoilé sur quelques petites infos, et en fait c'est pas écrit pour te spoiler, c'est juste que l'univers est comme ça, et du coup dans le protocole de la crème anglaise, le point de départ c'est ça, et le point de départ c'est quasiment la fin du protectorat de l'ombrelle, enfin c'est même quelques années après la fin du protectorat de l'ombrelle. Du coup la situation au début ici c'est la même qu'à la fin du protectorat de l'ombrelle, mais du coup si t'as pas lu le protectorat de l'ombrelle, bah tu la connais pas cette situation, et donc si après avoir lu ça tu commences le protectorat de l'ombrelle, bah tu connaîtras déjà la situation de fin. Pas tout dans les détails, ça fait pas un résumé global de tout ce qui se passe dans les 4 tomes, ou 5 tomes je crois, 5 tomes du protectorat de l'ombrelle, mais t'es quand même un petit peu spoilé. Il y a aussi une troisième saga de l'autrice qui s'appelle Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, mais celle-ci elle est un peu particulière parce que le pensionnat de Mademoiselle Géraldine se passe avant le protectorat de l'ombrelle, mais a été écrit par l'autrice après. Donc là tu peux lire ces deux-là dans l'ordre que tu veux, et le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, c'est une saga géniale que j'adore, mais ça n'a pas d'incidence ici, pas du tout, vraiment pas du tout comme ça se passe ici. Ici on doit être à peu près 60 à 80 ans après le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, donc il n'y a pas d'impact réel. Voilà, je pense qu'il y a entre 20 et 30 ans, il y a le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, 20 à 30 ans plus tard, il y a le protectorat de l'ombrelle, et à peu près 20 ans plus tard, il y a ça. Vous voyez ? Je sais pas si mes calculs sont exacts, mais c'est à peu près ça. Et comme on parle de créatures naturelles comme les loups-garous et les vampires qui vivent extrêmement longtemps, et bah il y a des personnages qui sont dans les 3 sagas et qui ont le même âge, à peu près, dans les 3 sagas, vous voyez. Donc voilà. Bref, j'adore Gaël Carriger, cette histoire est absolument géniale. Je l'ai pas redit, mais rapidement, tous les univers de Gaël Carriger sont construits de la même manière. Elle prend Londres dans les années 1800, 1850, par là, avec des protocoles extrêmement lourds au niveau de la société, au niveau des règles de la société. Elle y rajoute des loups-garous, des vampires, des paranaturels et des créatures qu'elle-même elle a créées qu'on n'avait jamais vues avant, et des intrigues absolument géniales, tout ça avec un humour anglais en fait. Et c'est bizarre parce que moi tu me dis humour anglais, en général je pars en courant, j'aime pas ça. Mais ici c'est génial, j'adore Gaël Carriger. Voilà, donc si je vous ai pas encore convaincu de lire Gaël Carriger, je ne sais plus quoi faire. Hein, voilà, je ne sais plus. Bon, je dois maintenant vous annoncer qu'on va basculer dans la partie de l'update où je vais vous parler de livres que j'ai pas du tout aimés et que j'ai abandonnés. Voilà, on en a fini avec les livres que j'ai bien aimés, que j'ai trouvé très cool, très génial, très sympa. Et là, on va passer à des livres que j'ai abandonnés. Hein, voilà. Le premier, donc le troisième de l'update, c'est Witch and God, le tome 2, l'enlèvement de Circé, de Liv Stone, et je dois dire que je suis bien dégoûtée. J'ai vraiment adoré le tome 1 qui s'appelle Ella la promise, et j'étais hyper contente d'avoir enfin trouvé une saga young adulte, fantasy, fantastique, dystopie, je sais pas trop, actuelle, que j'aimais, parce que vraiment j'ai adoré le tome 1, mais alors le tome 2, catastrophe. Rapidement, dans le tome 1, on suit donc Ella, qui est sorcière mais qui n'a pas de pouvoir de sorcière. On est à un moment où les sorcières et les dieux, oui, God, ont décidé qu'il fallait mettre un terme à l'espèce de guéguerre qu'il y a entre eux depuis des dizaines et des dizaines d'années, et que le meilleur moyen pour y arriver, c'était de prendre une sorcière et un dieu et de les marier.
Voilà, donc les dieux ont choisi un dieu, les sorcières ont choisi une sorcière, et le mariage doit avoir lieu, sauf que Deimos, qui est donc le dieu qui a été choisi, refuse d'épouser la sorcière choisie par les sorcières, et demande à épouser Ella. Et Ella, qui a quand même son libre arbitre, c'est très important, se dit, bah en fait je suis sorcière mais j'ai pas de pouvoir, je peux rien faire pour mon clan, ça je peux le faire, donc elle accepte de le faire. Et ils vont se marier, bon ça c'est pas non plus un claquement de doigts, c'est quand même un petit peu compliqué parce que il y a des embrouilles, des différends, tout le monde se demande si les autres vont pas essayer de les arnaquer et tout, enfin bref, j'ai vraiment adoré le tome 1, en fait j'ai adoré Ella et Deimos. Clairement si vous aimez pas les romances, les romantécies, c'est clairement de la romantécie, vraiment il y a beaucoup de romances, donc ça vous plaira pas si vous aimez pas les romances, mais moi j'ai adoré, vraiment. Donc du coup j'ai commencé ce tome 2 quasiment les yeux fermés, je l'ai demandé à mon anniversaire, ce qui veut dire qu'on me l'a acheté neuf, je l'ai eu neuf. Il y a, je le dis à chaque fois, mais j'ai très peu de livres neufs dans ma bibliothèque. Moi j'achète quasiment tout d'occasion en fait. Donc quand je demande un livre neuf, parce que vraiment je l'aime, tu vois, ou quand j'achète un livre neuf, alors là vraiment c'est... Enfin, vous voyez, c'est important pour moi, le livre est important pour moi si je l'achète neuf ou si je le demande neuf. Donc vraiment j'ai commencé ce tome 2 quasiment les yeux fermés. Déjà, première déception, on n'est plus dans la tête d'Ella, on est donc dans la tête de Circé, sa grande sœur. Avec le titre on aurait pu s'en douter, mais j'aurais préféré qu'on continue à être du point de vue d'Ella parce que j'ai vraiment aimé Ella. Et donc ici c'est la suite directe du tome 1, même si on change de personnage principal. Et en gros, dans cette mythologie et dans la construction de l'univers des sorcières, tout ça est expliqué dans le tome 1, il y a à chaque génération une Circé et une Médée, il me semble, oui, qui sont de la même famille et qui sont destinés à diriger la communauté des sorcières. Voilà. Et donc Circé attend que Médée arrive pour qu'elle puisse faire tout un rituel avec leur pouvoir et tout, et donc ensuite accéder au pouvoir, justement, ouais, diriger le clan avec elle. Et donc dans ce tome-là, il y a aussi une romance qui va a priori se mettre en place. Je le dis a priori puisque je me suis arrêtée à la page 101 et que la romance n'est toujours pas là. Donc une romance aussi entre eux, donc Circé, le personnage principal, et un dieu. Voilà, comme dans le tome 1, on n'est que dans la tête du personnage féminin, donc ici Circé, on n'est pas du tout dans la tête du dieu, et donc le personnage masculin. Et en fait, ce qui m'a gonflé, c'est tout simplement Circé. Je ne supporte pas Circé, vraiment j'ai envie de lui coller des claques. Elle a été, en fait, c'est pas que je lui cherche des excuses, c'est qu'elle est la première née de sa famille, elle s'appelle Circé, elle est destinée à diriger la société des sorcières, et donc elle a été élevée comme ça, elle a été un peu mise sur un pédestal toute sa life, et du coup elle est un peu en mode « Eh moi je sais tout, eh moi je sais truc, eh moi je fais ce que je veux, eh moi je suis parfaite, eh moi je... ta gueule ». Ce genre de personnage, ça m'insupporte vraiment, elle est en mode je suis la plus forte, je suis la plus belle, et je sais tout, et toi t'as rien à dire, et c'est moi qui décide, et ta gueule en fait. Vraiment je suis désolée mais ça m'insupporte ce genre de personnage, j'ai envie de la frapper. Non mais vraiment il n'y a pas d'autre mot, je suis désolée. Il y a un événement qui se passe au début. Alors déjà pendant les 60 premières pages j'avais déjà envie de lui en coller une. Ce qui m'a fait tenir au début c'est que j'avais envie de voir la romance parce que le dieu a l'air vraiment hyper cool et leur relation je suis sûre qu'elle est intéressante mais j'ai pas réussi. Voilà, en fait le souci c'est que comme on est que de son point de vue à elle, elle est en mode je transforme le dieu en cochon tous les matins, parce que ça me fait kiffer. Tous les matins j'exagère mais vous avez compris, parce que ça me fait kiffer. Et après elle est en mode oh là là mais il est méchant avec moi, mais pourquoi il me parle comme ça, mais pourquoi il m'en veut. Meuf, tu te transformes en cochon un jour sur deux, c'est quand même un dieu, enfin je sais pas, réfléchis en fait. T'as beau être Madame Circé la sorcière, à un moment donné... Enfin bref, elle a plein de comportements comme ça qui m'agacent, vraiment. Et puis alors, ce qui m'a fait abandonner le bouquin, c'est qu'à un moment donné, il se passe un truc irréversible, même dans la mythologie des dieux et des sorcières, vraiment. On lui dit, voilà, c'est arrivé, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et elle est en mode, ah non, mais c'est pas comme ça, moi je suis pas d'accord, moi je veux que ça change, vous vous débrouillez comme vous voulez. Et on lui dit, non mais c'est mort en fait, c'est arrivé, c'est trop tard, c'est irréversible, genre vraiment tu ne peux rien y faire, c'est pas possible en fait. Ou alors... Même pour les dieux et même pour les sorcières, tu vas pouvoir peut-être renverser la situation. Et je suppose que c'est ce qu'elle va réussir à faire dans ce tome-là. Mais il va falloir faire de nombreux sacrifices et il va falloir quand même
Enfin, donner de ta personne si tu veux réellement inverser la situation, quoi. Ça va pas se faire comme ça parce que madame le veut, tu vois. Et du coup, vraiment, son comportement était, enfin, moi je l'ai trouvé insupportable. Et en plus de ça, du coup, tout l'enjeu du tome, ça va être justement de la voir réussir à inverser cette situation. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie de lire ce tome pour donner raison à madame, je sais tout. Madame, je fais ce que je veux quand je veux. Madame, je suis la plus forte. Je suis désolée, vraiment, je peux pas en fait. J'ai envie de lui éclater sa tête. Je sais, je me répète, mais vraiment, elle est insupportable. Vraiment. Elle m'a rappelé un personnage de romance de Noël. Pour en revenir aux romances de Noël, elle m'a rappelé ça. Vous voyez, ce genre de personnage plus fort que tout le monde, plus beau que tout le monde, qui sait tout mieux que tout le monde, qui a un avis sur tout, et que tout le monde doit être d'accord avec elle parce que de toute manière, elle a raison. Moi, ça m'agace, vraiment. Et en général, dans les romances de Noël, c'est comme ça. Le personnage principal est comme ça. Et ben là, c'est le cas. Vraiment, je peux pas. Moi, ce genre de personnage, vraiment, je n'y arrive pas. Si je suis pas dans sa tête, ça va le faire. Mais là, dans sa tête, c'est pas possible. Donc, bah du coup, ça me brise le cœur parce que j'ai vraiment adoré le tome 1. Mais je ne peux pas lire ce livre et je ne peux pas continuer cette saga. Voilà. Et enfin, le dernier, c'est Contes de Dragon de Marie Fauché. Et j'ai pas grand chose à dire sur ce bouquin, à part que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. En fait, c'est donc des contes de dragons. Donc on a dans ce bouquin-là plusieurs contes. Les contes sont répartis en plusieurs catégories. Mais en fait, les contes sont écrits comme de la mythologie. C'est vraiment écrit comme de la mythologie. Et moi, ce que je voulais, c'était des nouvelles histoires sur les dragons. Pas qu'on me reparle de Madame avec les serpents sur la tête, là, je sais pas comment elle s'appelle, là, ou de dragons que je connais déjà. Il y a aussi Tristan et Iseult. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est bon, quoi. Moi, je voulais pas les histoires de la mythologie. Je voulais des contes de dragons. Je sais pas, d'autres histoires, tu vois. En fait, je pense qu'il y a quasiment que des histoires de la mythologie. Alors, il y en a qui sont pas de la mythologie, mais au bout d'un moment, j'ai juste lâché l'affaire parce que c'est pas ce que je voulais y trouver. Et en plus, tout le début, c'est que des histoires de chevaliers qui va combattre et massacrer le dragon. Et c'est pas ce que je voulais lire. Moi, j'adore les dragons. Je voulais des histoires à la Eragon, tu vois, où le dragon, c'est le héros de l'histoire. Eragon de Christopher Paolini, le tome 1 de L'Héritage. Non mais petit rappel. Bref, parce que là, on a Hercule et l'Hydre. Enfin voilà, Tristan et le dragon de l'Irlande. Enfin bref, ça me saoule. Le dernier combat du roi Jit. Enfin, vraiment, ça me fascine. Ça me fatigue, vraiment. Voilà, Mélusine et Raymondin. La fille du roi des dragons. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des histoires déjà connues. Si c'est pour nous pondre un recueil d'histoires de dragons qu'on connaît déjà, c'est quoi l'intérêt? Enfin, vraiment, c'est quoi l'intérêt? Je me tâte quand même, j'avoue, à garder le bouquin parce que j'aime bien l'objet livre. Mais ouais, enfin, franchement, j'ai été très très déçue. C'est pas du tout ce que je voulais et j'aime pas non plus la narration. La manière, c'est pas la plume, vraiment, c'est la manière dont c'est construit. J'aime pas la manière dont les histoires sont racontées. En fait, le ton, c'est vraiment un ton de mythologie. Si vous avez déjà eu de la mythologie, les histoires de la mythologie sont pas racontées de la même manière que la plupart des autres histoires. Il y a vraiment un ton particulier, il y a vraiment des tournures de phrases, des mots propres à la mythologie. Et là, c'est vraiment raconté comme ça. Et voilà, c'est pas ce que je voulais en fait. Du coup, je suis très déçue. Et j'ai préféré arrêter plutôt que m'acharner à... en fait, sur la fin, ce que j'ai fait, c'est lire le premier paragraphe de chaque conte, tu vois, et dire ah non, pas celui-là. Du coup, je passais, j'allais au conte d'après, et pareil, je lisais le premier paragraphe et je me disais ouais, non, c'est pas ce que je veux. Et au bout de 3-4 contes comme ça que j'ai commencé, je me suis dit bon, c'est ridicule, autant arrêter le bouquin parce que ce sera toujours écrit comme ça et toujours ce que j'aime pas et ce que je veux pas. Donc voilà, je suis très très déçue, mais c'est la vie. J'espère que cette update lecture vous a plu. En tout cas, il est terminé. Je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.